Europe 1, Pierre de Villeneuve, l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir. Directrice de l'IFRAP qui analyse l'efficacité des politiques publiques, notamment en matière de développement économique. Les critiques fusent à la présentation de ce budget 2018. Les opposants, principalement de gauche, parlent d'un budget pour les riches qui favorise le capital. D'accord, pas d'accord ? Pas d'accord, pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on parle de baisser la fiscalité du capital dans ce pays. Pourquoi faire ? Pour permettre qu'on investisse dans justement le capital de nos TPE, de nos PME, dans l'économie productive. On a empilé les rapports à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis des années sur le sujet en disant c'est quand même ballot, on investit trop dans la dette publique et dans l'immobilier et on n'investit pas assez dans l'économie, et maintenant qu'on dit qu'il faut le faire et qu'en plus c'est un gouvernement qui est pas vraiment ni à gauche ni à droite, on est plutôt centriste, allons-y, mais attendez, regardons les chiffres partout, en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez au Royaume-Uni, vous allez partout en Europe, et ils ont une taxation du capital qui est plus faible que celle du travail. Il n'y a qu'en France qu'on a cru à cette ineptie qu'il fallait taxer le travail comme le capital. Résultat, on n'a pas bénéficié de l'alignement des astres, l'euro faible, tout ce dont on a parlé ces dernières années en disant c'est incroyable pourquoi la France ne bénéficie pas plus de la conjoncture qui est favorable, qui est porteuse avec les taux faibles, l'euro faible, le pétrole pas cher, etc. Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas été foutu de comprendre qu'en augmentant la fiscalité sur le capital, François Hollande avait cassé complètement cette possibilité de bénéficier de cette mini-reprise. Alors maintenant, du coup, question à l'envers, Agnès Verdier-Molinier, le gouvernement dit c'est un budget de transformation et de pouvoir d'achat. D'accord, pas d'accord ? Alors, non plus. Pas vraiment, parce que de transformation, je ne sais pas. Transformation, c'est le mot à la mode au gouvernement. Alors, transformation, ça veut dire réforme pour Emmanuel Macron. Oui, mais transformation, pour moi, elle n'est pas là encore. Parce Pourquoi ? On nous avait dit qu'il y aura 20 milliards d'économies en 2018. Et puis maintenant, il y en a vraiment de moins en moins. Allez, on va dire de vraies économies, peut-être une dizaine. Et encore, parce qu'on compte beaucoup quand même sur les collectivités locales. Oui, mais d'un autre côté, Bruno Le Maire dit je ne peux pas faire des plans sur la comète, il faut que je sois raisonnable, et c'est ce que je fais avec Gérald Darmanin. D'accord, mais il y a énormément de choses à faire tout de suite. Sur les retraites, par exemple, il faut décider tout de suite de repousser l'âge de départ. Il ne faut pas attendre. Pourquoi est-ce qu'on attend ? Il y a des tas de choses à faire pour économiser. La réorganisation des missions publiques, on n'y est pas encore du tout. On va attendre quoi ? On va attendre des rapports, des commissions, des expertises, etc. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors dans ce cas-là ? La transformation, c'est la réorganisation des missions publiques. C'est qui fait quoi ? C'est que font les régions ? Qu'est-ce qu'on leur transfère de plus ? Demain, il y a la grande manifestation des régions de France avec le congrès à Orléans. Qu'est-ce qu'on transfère comme mission publique de l'État vers les régions ? Que garde l'État ? L'État qui se recentre sur son régalien. Qu'est-ce qu'on supprime comme strate de collectivité ? François Hollande n'a pas fini le travail avec la loi NOTRe. On avait dit qu'on supprimerait le département. Alors évidemment, avec les sénatoriales, ça ne va pas être facile. Mais l'idée, c'est justement de faire cette transformation. Pour l'instant, je ne la vois pas. Et c'est plutôt cette réorganisation qui devrait être au rendez-vous. L'autre question, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est bien. Sauf que le risque avec l'idée du pouvoir d'achat, c'est que vous donnez du pouvoir d'achat aux ménages, ils achètent des produits importés, on creuse encore la balance extérieure de la commerciale. Pourquoi forcément des produits importés ? Parce que c'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que la consommation elle est allée vers des produits importés et qu'on a creusé de 8 milliards au premier semestre le déficit commercial de la France. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est ce choc fiscal au service de l'entrepreneuriat et qui n'est pas encore dans le PLF, dans le projet de loi de finances pour 2018. Ce qu'on a, c'est de bien, c'est la baisse de la fiscalité du capital. Ce qui manque, c'est la baisse de la fiscalité sur les entreprises. Alors, il y a la baisse de l'IS progressive, mais ça ne suffit pas parce que l'IS, vous voyez dans les documents budgétaires, c'est un tout petit... L'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un tout petit, c'est moins de 30 milliards maintenant de recettes fiscales. Ça va être de l'ordre de 25 milliards là, dans les prochaines années. Alors, là où il y a un énorme travail à faire, c'est la taxation sur la production des entreprises. Ça, c'est 72 milliards. On n'en parle pas. Et c'est une question qui est connexe avec celle des collectivités locales, puisque la plupart de ces taxes qui pèsent sur nos entreprises, elles financent les collectivités locales. Donc tout ça, ça ne figure pas du tout. Alors qu'on parle justement de la suppression de la taxe d'habitation, donc ça pourrait être un palliatif. La suppression de la taxe d'habitation, là, c'est ce qui équilibre dans la communication gouvernementale par rapport à cette question de la fiscalité sur le capital, mais je crois que c'était pas forcément la bonne idée. C'était pas l'urgence ? C'était pas l'urgence dans la mesure où on a déjà des ménages qui paient très peu d'impôt sur le revenu. Il n'y a que 46% des ménages qui paient l'impôt sur le revenu. Alors si sur la taxe d'habitation qui était une taxe qui était payée finalement par la plupart des ménages, un impôt payé par la plupart des ménages, on resserre aussi à seulement 20%, ça me paraît difficile. D'ailleurs, est-ce que ce ne sera pas retoqué par le Conseil constitutionnel vous pensez que 80% des ménages soient
exonérés et que 20% seulement 20% continuent à le payer, ça me paraît pas tout à fait cohérent par rapport au principe constitutionnel. Alors tout le monde n'a pas forcément la même lecture de la Constitution, on verra. Au mois de décembre, en général, c'est au mois de décembre, vers le 31 décembre, qu'on connaît ce genre de réponse sur le budget. L'un des principes, c'est le transfert des charges salariales vers la CSG. Ça, on en fait un grand état. D'un autre côté, il y a les perdants qui sont les retraités immédiats. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il fallait faire ce choix avec ce qu'il implique ? Le problème, c'est que c'est un peu un jeu de bonneteau. C'est-à-dire, je baisse un peu la fiscalité d'un côté, la fiscalité salariale, avec les cotisations chômage et assurance maladie en moins. Et puis de l'autre côté, j'augmente la CSG de 1,7. OK. Le problème, c'est qu'on va le voir dans cette loi de finances 2018, finalement, on augmente plus que nécessaire la CSG, puisqu'il y aura 4,5 milliards de recettes supplémentaires par rapport... Pourquoi le fait-on ? Eh ben parce que c'est la réalité, c'est parce que le gouvernement se laisse un peu d'air en termes de recettes. Ce qu'on appelle du cash flow dans les entreprises. Oui, parce qu'ils ont décidé de faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la baisse des cotisations sociales salariales en 2 temps, donc au début de l'année et puis ensuite à mi-année. Et finalement, il y a 4,5 milliards de CSG qui vont rentrer dans les caisses, qui vont être supérieurs à la baisse des cotisations. Bon. Et ça, c'est en 2018, mais en 2019, selon les extrapolations qu'on a pu faire, nous, à la Fondation IFRAP, on aura un peu moins de 2 milliards encore de CSG supplémentaires par rapport aux baisses de charges. Donc, finalement, ce qu'il faut regarder dans les chiffres macro qui ont été distribués ce matin à Bercy et qui sont très intéressants, on se rend compte qu'au niveau du taux de prélèvement obligatoire, en 2017, on est à 44,7, donc on est à beaucoup plus que l'année dernière en 2016. Et en 2018, il nous annonce un taux de prélèvement obligatoire à 44,3, mais je pense que tout laisse à penser, avec tout ce qu'on vient de se dire, qu'on sera vraisemblablement à plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les élasticités, l'évolution des recettes... Ça peut varier et ça peut, il peut y avoir un retour de boomerang. En 2017, ils ne l'ont pas calculé avec la même manière qu'en 2018. Et donc, vraisemblablement, le taux de prélèvement obligatoire pour 2018 est un petit peu minoré par rapport à ce qu'il sera. Je m'inquiète par rapport à ça, parce que finalement, les recettes rentrent bien en TVA, etc. On peut se poser la question de est-ce que ce quinquennat va véritablement voir une véritable baisse du taux de prélèvement obligatoire en France ? Finalement, Agnès Verdier-Molinier, c'est un budget de gauche, de droite, sociétal, libéral, peut mieux faire, comme disent certains ? Je dirais que c'est un budget de Bercy. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, je ne vois pas le Big Bang arriver. Donc c'est la continuité. On a quelque chose de très bien qu'il faut saluer, qui est courageux sur la baisse de la fiscalité du capital, parce que c'est pas facile à porter politiquement. Et ça, voilà, il faut soutenir parce que c'est en même temps. Et puis il y a aussi le fait de devoir respecter le déficit de Bruxelles, les fameux 3%. Oui. Mais on voit pas la baisse des dépenses publiques telle qu'on l'attendait, c'est-à-dire vraiment décidée, volontaire, avec des objectifs. Alors bien sûr, on nous met une très très belle projection à l'horizon 2022 à 50,9 en termes de part de dépenses publiques par rapport au PIB. Mais ce sont des projections. Donc pour l'instant, c'est un peu Madame Irma. Ouais. Voilà, pour le premier budget, moi j'aurais préféré qu'en déficit structurel, ce soit un peu plus volontariste. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci Pierre. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Ce que doit faire le prochain. Alors, c'est pas plus le prochain puisque c'est l'actuel président. Et chez Albin Michel. Merci Agnès. Merci Pierre.